Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture avec du manga, ça fait très longtemps que je vous en ai présenté. Avec Berserk, c'est sûrement un des mangas les plus violents que j'ai lus, mais je les ai tous lus hier soir. Je me suis pas arrêtée. Il y a 4 tomes, j'ai un roman de fantasy, une suite et une réécriture de contes, et vous savez que j'aime plutôt ça. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler les dates de dédicace. Alors en juin, on se verra à Redon, au Mysterial, à la Japan Tour qui est sur le week-end qui est entre juin et juillet. En juillet, il y a aussi les Dormantastiques et je vous mets déjà par avance les dates officielle on va dire de dédicace en septembre, donc Hypermonde à Mérignac à côté de Bordeaux, c'est la première fois que je viens du côté de Bordeaux, donc voilà, un très chouette festival. On retourne à Étanges Grande et le dernier week-end de septembre on sera sur 2 lieux différents. Émilie sera en dédicace à Cholet et je serai avec la nouvelle autrice H. Poindal et Rosen Grosjean qui est notre illustratrice La Forêt aux Fleurs d'Or, donc à Paris à la librairie Le Renard Doré, donc on est très contents pour ça. Et sur ce, je vous laisse et on commence la vidéo. Alors, on va commencer par le premier qui me tombe dessus, hein, voilà, la réécriture de contes qui est faite par Pascaline Nolo. Je vous présente Rouge, donc qui est une édition qui est chez Pocket. Quand vous voyez la couverture, c'est typiquement le genre de couverture qui prête vraiment à confusion. Parce que moi je l'ai pris sur la couve en voyant que c'était une réécriture, on va dire, de contes. C'est pas vraiment adulte. Là, on a l'impression d'être sur un truc un peu templier, ou du moins, tu sais, sur les couvertures très historiques et adultes de Pocket habituellement, c'est de la young adulte. Vraiment la couverture ne le retransmet pas du tout. On est sur cette réécriture de ce conte fondamental, donc de Charles Perrault. Rouge, alors c'est une vraie réécriture et c'est ce que j'ai aimé dans le texte, c'est que on reprend des tropes de l'histoire habituelle, mais il y a vraiment une force de proposition. On est loin du Belle que j'avais lu il y a quelques temps où j'ai trouvé ça un petit peu feignant. Rouge, c'est une jeune fille qui vit dans le village de Malombre. Malombre, c'est un village un peu paumé dans la forêt qui est battu par le vent. Rouge, elle a qu'un seul ami, c'est un jeune homme plutôt sympathique qui prend sa défense parce qu'elle est particulière. C'est-à-dire que même son père ne la reconnaît pas, il la considère pas vraiment comme sa fille. Elle a une tache en fait sur le visage, du moins elle est cramoisie sur une partie du visage, et ce qui fait penser qu'elle est maudite, sachant que sa mère a mis au monde Rouge dans un moment de démence extrêmement violent. Voilà, c'est très triste comme histoire. Et à Malombre, pour un petit peu contrer les maléfices, ou du moins apporter la bonne fortune au village, on envoie dans la forêt les jeunes vierges pour aller dans cette fameuse petite maison rencontrer la grand-mère un peu particulière ici. Et elles n'en reviennent jamais. Ça va être au tour de Rouge qui va avoir ses premiers sangs et qu'on va envoyer un peu en mode bon, celle-là on a envie de s'en débarrasser contrairement à d'autres. Mais là-bas, Rouge va faire la rencontre de cette personne et va découvrir le secret derrière tout ça. C'est un texte YA qui aborde pour la young adulte des choses assez adultes et violentes. On va parler des agressions dans le texte, c'est un thème assez prégnant. Il y a un secret derrière l'histoire, secret qui est facilement lisible parce qu'il n'y a pas 36 personnages exploités et qu'il y a certains personnages, tu te demandes pourquoi ils sont mis en avant. Et pourquoi pas d'autres, donc voilà, c'est assez facile de dénouer la chose, mais la dénonciation s'inscrit bien dans l'époque, c'est très triste, c'est très tragique, et au-delà en fait du côté fantastique, il y a un vrai truc de société derrière qui est dénoncé, donc ça c'est assez chouette. Moi j'ai passé une plutôt bonne lecture là-dessus, c'était peut-être un peu trop jeunesse pour moi. Ils sont jeunes, mais il y a des choses affreuses qui se passent, notamment je vais prendre juste la réinterprétation du chasseur dans le texte qui est normalement dans le conte le libérateur. Là ça nous donne une image de faut pas se fier forcément au physique des gens et que les gens avenants sont pas forcément des gens qu'il faut suivre, voilà. Et j'ai bien aimé toute la réinterprétation. Vraiment ça a très bien fonctionné parce que c'était assez intéressant, c'était assez bien pensé, même la figure du loup est dans le texte est super chouette. J'ai été moins convaincue sur l'espèce de pseudo-romance qui s'installe entre Rouge et ce jeune garçon. Je vois pas forcément l'intérêt. Rouge, ça reste une jeune fille. Elle a 15 ou 16 ans dans le texte. Parfois, elle a des petits mots voilà, de jeune femme, mais ça m'a moins convaincue. Une lecture qui m'a apporté quand même un temps de lecture super agréable parce que j'ai été
pas surprise, mais j'étais enchantée par les partis pris du récit qui étaient pas trop feignants, et surtout, ça va pas donner satisfaction ni au lecteur ni à Rouge, parce que c'est une fin que je trouve plutôt réaliste dans ce genre d'affaires. C'est une dénonciation alors très commune en soi, hein, c'est fait avec des gros sabots, la façon dont c'est fait, c'est assez simpliste, mais ça a le mérite d'au moins parler de ça. Ça parle aussi beaucoup du traitement de la folie un petit peu, et notamment par l'église et tout ça. Dans le texte, ça c'est assez intéressant. Les personnages sont abominables envers Rouge et on comprend pas trop par contre dans le texte. Ça c'est quelque chose que j'ai, à part son physique, je vois pas trop ce qui me motive parce qu'elle a pas forcément un comportement on va dire particulier ou qui pousserait les gens à la détester. Un côté horrifique qui n'est pas réussi selon moi, parce que tu vois qu'ils essayent d'installer à plusieurs moments des choses un peu glauques, mais ça va pas assez dans le glauque pour que ça soit vraiment effrayant, et ça reste quand même assez consensuel sur les sujets dont ça traite. Mais j'ai trouvé que pour un lectorat notamment jeune qui veut, jeune je parle de 14-15 ans, voilà, qui veut se confronter un peu à l'horreur, qui veut voilà, faire face à des thématiques un peu difficiles, ça peut être sympa, sachant que tout est fait dans le texte pour parler par exemple des agressions, mais il n'y aura jamais de description très précise de la chose. Il y a une scène où il y a une tentative, mais ça s'arrête là, donc voilà, c'est pas non plus trop choquant. Mais Rouge pour le coup aborde des questions qui sont importantes au niveau de la société et pour les jeunes filles, notamment dans le texte, parce que c'est surtout cet axe-ci. Mais voilà, il y a que le personnage masculin du garçon au village que j'ai pas trouvé un intérêt particulier, à part de dire on va mettre une petite romance, mais ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, on passe à une déception. Je suis très triste de vous dire que c'est une déception parce que j'en attendais beaucoup et que j'ai l'impression de retomber dans l'axe maudit de cet auteur. Je pense que cet auteur fait des très bons tomes 1 et qui sait pas tirer le fil narratif de ses histoires, du moins à chaque fois c'est super décevant. Alors le tome 1 n'avait pas été un coup de cœur énorme, mais avait été une très bonne découverte et j'en attendais beaucoup du tome 2. Je vous parle de l'Alliance de Fer de Anthony Ryan, qui est l'auteur de Blood Song. Le tome 1 ça a été un sacré coup de cœur, tome 2 très décevant, tome 3 moyen. À tous les coups ça va faire la même ici. On est sur une réécriture aussi un peu en quelque sorte de Robin des Bois, mais avec un Robin des Bois qui ne rend pas l'argent aux pauvres. Du moins on va suivre, je sais plus comment il s'appelle le jeune homme, ah oui c'est Halloween, c'est un très joli prénom. Halloween c'est un garçon qui est fils de fille de joie, voilà, et qui dans sa jeunesse va rejoindre un clan de brigands qui se situe dans une forêt où il y a beaucoup de passages avec des marchands. Donc il vit avec ce brigand qui est assez réputé, qui est violent mais qui l'aime un peu comme un père, tu vois. Tout se passe bien dans leur vie de brigands, du moins ils continuent à voler les marchands pour garder l'argent pour eux. Ils ont leur petite société, même s'il y a des véritables brutes, et que Halloween doit faire un peu ses marques dans cette troupe, jusqu'au jour où son chef, je ne sais plus son nom, va se faire attaquer, ou du moins son groupe va se faire massacrer et son chef va être emprisonné puis exécuté, et Halloween va devoir fuir, c'est un des rares survivants, il va devoir faire des choses horribles pour ça, et puis notamment avec une jeune femme, et tous les deux vont être capturés et envoyés aux mines où ils vont rencontrer un personnage très important. Je suis obligée de vous parler un peu de la trame du tome 1, dans le sens que le personnage très important, c'est le personnage quasiment central dans ce texte. Ce que je vous dis, c'est des choses qui étaient dans la 4e couverture du tome 1. Donc cette femme, une sorte de prophète, alors c'est j'en peux plus des livres où les femmes sont des prophètes, du moins j'ai l'impression de lire que ça en ce moment, et d'avoir les mêmes tropes où l'église rejette le fait qu'elles peuvent pas être prophètes parce que c'est des femmes et tout ça. Le pouvoir en place voit pas ça d'un très bon oeil, même si elle est quasiment une sorte de gourou dans le texte, et décide de l'envoyer dans un duché pour mater une rébellion, et donc Halloween va l'accompagner, et tout ce que je vous dirai sur ce texte aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à part une scène ou deux qui est marquante dans le texte, où même on travaille un peu la relation avec les personnages. C'est vraiment comment on mate cette rébellion, des pages et des pages de guerre, autant on bougeait beaucoup dans le tome 1, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Là je peux vous dire qu'il y avait une trame narrative, voilà, dans ce truc là, on dirait quasiment une parenthèse de l'histoire en disant voilà, alors Halloween il fait ça en ce moment, il est en train de mater une rébellion vu qu'il est espion, et voilà, on va parler de la rébellion et tout, mais
dans le tome 1, c'était pas du tout le sujet du livre. Le sujet du livre, c'était Alwyn qui essayait de retrouver qui avait été à l'origine de l'attaque de son groupe de brigands, qui essayait de s'en sortir. Et dans ce truc-là, en fait, il y a qu'à la fin où on va retourner un petit peu, du moins on va recroiser des personnages de son passé et ça va avoir un impact après. Mais c'est un livre qui est très tourné sur le... Comment on pourrait dire ça? Sur... Alwyn a beaucoup de cauchemars avec les gens, notamment qu'il a dû tuer. Et ça parle un peu de la responsabilité, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. C'est un truc qui était vraiment positif. Mais en termes de rébellion, de gestion politique, même moi qui aime ça, j'ai trouvé ça lent, long et avec peu d'intérêt. En fait, je voyais pas l'intérêt après de parler de ça parce que ça n'apporte pas grand chose au texte, c'est des pages et des pages de ça. On n'arrête pas de parler de ce personnage de Evadine. Il est intéressant, mais en fait j'avais quasiment l'impression qu'on était sur Evadine et qu'on n'était plus sur Alwyn forcément dans le texte, et ça m'a un petit peu dérangé parce que c'est son histoire, tu vois, donc ouais, c'est la direction que ça a pris, j'ai pas trop compris où on allait. Alors bien sûr vers la fin tu te rends compte que on va retourner ensuite vers des choses un peu plus on va dire dans l'histoire, voilà, que ça c'était une grande parenthèse en disant on fait un tome 2, tu vois, c'est vraiment, il a tous les défauts des tomes 2, c'est-à-dire que ça s'étire en longueur, tu sais pas à quoi ça sert, et celui-ci n'a même pas la prétention de creuser les liens affectifs entre les personnages. Parce que souvent les tomes 2 c'est comme ça, et c'est ce qui fait l'intérêt des tomes 2, c'est de développer les personnages. Là c'est assez simpliste, et c'est vrai qu'à part la relation entre Evadine et Alwyn qui est un peu traitée dans le texte, le reste ça reste assez flou. Les questions sur la religion, la manipulation des masses et tout, c'est des trucs qui sont hyper consensuels. Lionel Dabous l'a déjà fait, mais il y a tellement de romans qui le font que maintenant ça devient un trope quand même assez important. Il y a tout ce côté avec la prophétie à côté, mais franchement j'ai pas grand chose à vous dire parce que je le lisais, j'étais en mode oui, donc c'est encore des scènes de négociation et de bataille. C'est pas fou, et je suis déçue parce que franchement le côté Robin des Bois qu'on nous vendait au début, bah ça se retrouve plus du tout là-dedans. On sait pas du tout où Alwyn en fait ça mène, et surtout même moi qui aime les trucs de combat, c'est pauvre et c'est creux et c'est dommage, et c'est exactement les mêmes défauts que je peux reprocher à Blaoutsang, c'est que même Alwyn est un personnage, il est sympathique, on s'en lasse un peu parce il a pas la classe du personnage principal de Blaoutsang déjà de base, mais les tropes sont un peu les mêmes, et ça c'est voilà, c'est un petit peu dommage parce que ça manquait vraiment de rebondissement, d'aventure, je sais pas, de souffle épique qui fait que t'as envie de tourner les pages. Je me doute que la fin, parce que j'espère que c'est une trilogie, va quand même conclure un peu cette histoire avec qui a fait quoi, qu'on va conclure aussi avec Evadine, mais c'est construit très très bizarrement. T'as l'impression quasiment d'avoir deux univers dans un même univers, c'est bizarre. Donc voilà, pas vraiment accroché à ça, et pourtant j'avais adoré Blaoutsang, du moins le premier tome, ça avait été quand même quelque chose de bien intéressant, et tu vois que c'est le même auteur parce qu'il a les mêmes façons d'écrire les personnages féminins et tout ça, ça reste un peu consensuel. Je vais vous parler de 4 mangas, donc il y en a que 4 qui sont sortis, on me les a prêtés, donc voilà, je les ai lus rapidement, je vous dis, je les ai lus hier soir, je devais vous les présenter plus tardivement, mais j'ai dit bon, au moins, si je dois les rendre bientôt, on sait jamais, je pourrais les rendre bientôt. C'est clairement du plus 18, alors là je vais vous mettre un plus 18 en énorme, ou je sais pas où je vous le dis, mais là c'est sur du graphique, et surtout le livre est très très perturbant. Alors, est génial, moi j'ai tout bouffé, hein. J'ai adoré ma lecture pour l'instant, mais c'est clairement pas pour les âmes sensibles, les gens qui ont des traumas avec les agressions et tout, faut pas que vous lisiez ça parce que ça peut être très très violent. Je vous présente donc In the End, donc de Jug Togei Narcissus, c'est Guilt and Pleasure, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Alors, je vais vous présenter le tome 1 séparément du reste parce que ce livre est construit un petit peu sur une sorte de cliffhanger au tome 1, et je suis obligée de vous en parler parce que je voudrais pas que ça bloque les gens, parce que mon avis sur le tome 1 est pas du tout le même que mon avis sur la suite de la série, et qu'il faut passer ce tome 1 qui est extrêmement violent pour
apprécié la série. Donc In This World, c'est donc l'histoire de Katsuya Asano, qui est un profiler pour la police. Du moins, c'est pas vraiment un profiler, c'est un docteur qui est plutôt un psychiatre qui travaille pour la police dans une enquête particulière, c'est-à-dire qu'il y a un tueur en série qui a un même schéma de crime qui exerce depuis des années et dont on essaye d'arrêter la folie meurtrière. Et ce docteur va être envoyé interroger le tueur en série qu'on a capturé. Il fait des cauchemars, ce docteur, depuis un certain temps, des cauchemars d'agression, où il est enfermé dans une pièce et où un homme l'agresse sans cesse en lui disant qu'il l'aime à la folie et voilà. Il fait des terreurs nocturnes et il va interroger ce tueur en série. Alors, si vous voulez pas avoir aucun spoil sur le tome 1, je vous laisse juste cette petite chronique. Passez le tome 1 qui est d'une violence extrême pour comprendre la beauté de l'histoire et l'enquête policière juste après. C'est bon? Pour ceux qui... C'est pas grave si je leur spoil le tome 1, parce que de toute façon, il y a une véritable histoire après. Ce tome 1, moi, il m'a vraiment très très mis mal à l'aise. C'est une des choses les plus violentes que j'ai lues, parce que notamment, il y a... Alors c'est pour ça que j'ai un peu de mal à vous... Je vais vous prendre les pages, mais... Voilà, les dessins sont extrêmement beaux, j'adore la réalisation des dessins, les visages sont notamment très très réussis. Mais faut savoir qu'il y a un bon 5e du texte qui est rempli d'images d'accouplement forcé. Voilà, et c'est très très violent, c'est très explicite, il n'y a pas du tout de censure comme vous pouvez parfois l'avoir dans le yaoi, ou du moins de façon de cacher les choses. Là c'est très visible, il y a des moments où je suis en mode ça peut être considéré comme de la lecture X, voilà, pour le coup, même si c'est pas du tout dans celui-ci de la romance. En fait, quand il rencontre ce tueur en série, le tueur il a quasiment un amour pour lui et il essaye de le séduire, est en mode c'est tellement malaisant et ça met très très mal à l'aise. Donc on a cette enquête, voilà. Et dans le tome 1, en fait, on apprend que la personne qu'il rencontre, voilà, qui est le tueur de série, n'est pas le tueur en série et que c'est son ancien amant. C'est-à-dire que l'homme en question qu'on suit, le docteur, a été agressé par le tueur en question, c'est une victime qui a réussi à s'en sortir et il fait une sorte de thérapie traumatique pour se rappeler du visage du tueur. Et ça fonctionne, et donc en fait dans ce premier tome on a vraiment la révélation de ça, et dans les tomes suivants c'est comment ils en sont arrivés là, la relation entre ce policier et ce docteur qui travaille pour la police, qui est magnifique. Franchement, la relation d'amour est magnifique. Et dedans, c'est les scènes de sensualité, ouais, là c'est plutôt de olé, parce que c'est pas forcément sensuel, sont très belles pour ça, parce que ils sont consentants, hein, donc c'est assez joli. Après, c'est très très explicite. Je crois que j'ai rarement lu un truc aussi explicite. Voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est perturbant au niveau de la psychologie, parce que ça te renverse le prisme et t'essayes de savoir qui est ce tueur, et t'apprends au fur et à mesure. Pourquoi lire ce roman? Parce que pourquoi lire ces mangas? Moi je suis assez convaincue par l'enquête policière, déjà d'une, par le côté psychologique, c'est-à-dire qu'on traite vraiment de la psy, c'est un psychiatre, donc on en parle beaucoup. Là, la thérapie, ça se base sur des choses qui sont faites aux États-Unis, donc ça parle beaucoup de psychiatrie, de psychologie, de police, voilà, c'est vraiment une enquête au-dessus de ça, et donc ça c'est chouette. Et là, ça parle aussi d'amour, parce que les deux sont amoureux, du moins ils entretiennent une relation, et c'est genre ça peut te faire pleurer parce que c'est touchant, c'est émouvant, il y a des choses horribles qui se passent et tu vois qu'ils sont désemparés par ça, et que voilà, c'est très émouvant là-dessus, donc moi c'est une réussite. Après, je dois dire que les scènes avec le tueur, notamment dans le tome 1, sont hyper horribles. Vraiment, l'horreur dedans elle est très présente, parce qu'il y a des choses qu'il lui dit, il y a des façons c'est affreux, et tu vois le traumatisme que ça a sur le personnage aussi. Ça parle aussi des agressions et du traumatisme, et je tiens à le souligner parce que comme je vous disais, je lis du yaoi depuis fort longtemps, donc il y a plusieurs types de yaoi, hein. Donc les yaoi, ce sont des mangas qui sont
on va dire, qui représente des relations amoureuses entre deux hommes. Il y a l'équivalent qui est le yuri, et pour les femmes, très problématique. Alors a priori, le genre a pas mal évolué ces derniers temps, mais il y a plusieurs choses qui ne vont pas. La première, pour moi, ce sont vraiment la banalisation des agressions. Il y a beaucoup de yaoi où il y a des agressions et qui se transforment ensuite en relations amoureuses. Et celui-ci ne tombe pas dans ce trope qui est horrible. Voilà. Il pousse là-dessus, il parle en fait du traumatisme que ça peut avoir d'être agressé. Et dans un yaoi, je crois que je n'ai jamais... ou j'ai dû en lire 2 ou 3 où ça en parle, mais c'est très très rare. C'est-à-dire que, voilà... Pareil, ça tombe pas dans les schémas du trope habituel de la féminisation des personnages. Alors, je vais m'expliquer un petit peu mieux, mais souvent, alors pourtant moi je suis une dingue de Hatsukoi. J'ai grandi avec Junjun Romantica et tout ça, mais t'as toujours, ces agressions, parce que c'est des agressions, hein, au début les personnages sont pas consentants forcément, mais surtout souvent il y a un dominant et un dominé dans le texte, et les physiques sont représentatifs, c'est-à-dire que le dominé va parce que là c'est même pas un truc de passivité, voilà, j'ai pas les mots forcément pour l'expliquer, mais va être féminisé, va avoir un petit corps très maigre, très fluet, très timide, vraiment c'est quasiment des stéréotypes féminins en fait dans les textes, et les grands mâles dominants, voilà, tout ça. Là c'est pas du tout le cas, on a vraiment la représentation de deux hommes, alors ils sont très virilisés dans le texte, mais ça c'est beaucoup plus crédible, selon moi. Ça tombe pas dans... En fait ça tombe pas dans les schémas habituels, et c'est quasiment, alors c'est classé comme du yaoi, hein, parce que voilà, mais c'est quasiment plus du policier avec cette dose de romance derrière très bien faite qu'autre chose. Donc moi je trouve ça assez intéressant, comme je vous dis, hein, les couvertures, vous voyez, c'est quand même du très très beau travail. Mais c'est vraiment, quand je vous dis que c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, je pense que vous êtes habitués à mes chroniques. Voilà, je vous le dis sincèrement, ça peut choquer, hein. Moi j'en ai pas très très bien dormi cette nuit, et en même temps j'ai trouvé ça super intéressant, la psychanalyse, et notamment le tome 4, et il y a plusieurs fois j'avais envie de chialer tellement c'est triste quoi, c'est vraiment très très triste. Le seul bémol à cette série, c'est qu'elle n'est pas terminée, et que je crois qu'il y a une dizaine d'années qui s'est passé entre la publication de cet tome, c'est très lent, et je peux vous dire qu'entre le premier et le quatrième est très très fin. Voilà, on est sur une série qui va prendre énormément de temps, je pense, à être terminée. Du moins, je ne sais pas si... je pense pas que ça se terminera au tome 5, parce que là, on est, je pense, peut-être à la moitié de la saga. Voilà, mais si vous avez pas peur de ça, si vous êtes amateur de ce genre de base, si vous aimez un peu le policier, ça peut se retrouver un petit peu dans ce style-ci, mais voilà, c'était une expérience de lecture. Je suis contente qu'on me les ait prêtés. Je pense que je m'achèterai la saga quand elle sera sortie entièrement, voilà, pour l'avoir dans ma bibliothèque et vous en parler plus régulièrement s'il le faut. Mais je dois dire que j'ai rarement lu un yaoi aussi bien réussi, aussi bien pensé, même s'il y a un côté horrifique et affreux, et les autrices elles le disent bien dans le premier tome, que ça a vraiment été pensé comme un truc un peu d'horreur policier, et que voilà, il n'y avait pas de romantisation derrière la chose, pas du tout, et le texte en parle bien, et vraiment le tueur est assez malaisant et effrayant dans le texte. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser découvrir si vous avez l'envie et les reins solides pour le faire, mais c'est clairement du plus 18, et du plus 18 avec des gens qui sont capables de pouvoir lire ça, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et que faut pas dire si vous l'avez pas lu, ça vous fera peut-être un traumatisme au moins dans la vie. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais si vous êtes amateur du genre, c'est quand même, je pense, un incontournable, et moi on m'en avait déjà dit beaucoup de bien, comme quoi c'était un des meilleurs du genre, et je suis plutôt d'accord avec ça. Sur ce, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres et tout, ce que vous pouvez me conseiller. Je suis toujours partante pour vos conseils, et je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures.